L'histoire du modèle Winchester 1897 n'est pas celle qu'on raconte souvent dans le grand récit de l'histoire militaire. Ce n'est pas l'histoire des tanks ou des mitrailleuses, ni celle des stratèges qui dictaient le cours de la Première Guerre mondiale. Non, c'est l'histoire d'une arme ordinaire, apparemment anodine, un fusil de chasse à pompe conçu pour ne rien de plus dangereux que la chasse au canard. Et pourtant, en 1917, cette même arme deviendra un outil de terreur sur les champs de bataille boueux du front occidental, une arme tellement redoutée par l'armée allemande qu'elle déclenchera l'une des protestations diplomatiques les plus inhabituelles de l'histoire. Conçu par le légendaire John Moses Browning, le même homme qui allait plus tard créer le pistolet M1911 et le fusil automatique Browning, le modèle Winchester 1897 était initialement destiné à la poursuite paisible de la chasse. C'était un fusil de sport américain classique, conçu pour supporter les rigueurs des longues journées passées sur le terrain à chasser le gibier. Le design était simple, un magasin tubulaire de 6 cartouches, chacune contenant 9 billes de chevrotine. Chaque bille avait un diamètre de 0,33 calibre, soit à peu près la taille d'une balle de 9 mm. Ce n'était pas un outil de tireur d'élite, ni un obusier. C'était une arme de chasse destinée à une tâche très précise, tirer sur les oiseaux. Pendant la majeure partie de sa vie, le modèle Winchester 1897 était une arme que l'on trouvait uniquement entre les mains des chasseurs et des tireurs sportifs, un compagnon pour ceux qui s'aventuraient dans les bois et les champs à la recherche de gibier. Cependant, ce sont les exigences soudaines et brutales de la Grande Guerre qui obligeront ce fusil ordinaire à jouer un rôle beaucoup plus sombre, beaucoup plus létal. La beauté du modèle 1897 résidait dans sa simplicité. Il n'avait pas de déconnecteur de gâchette, une caractéristique qui le distinguait des autres fusils modernes. Dans la plupart des armes à feu, un tireur doit relâcher la gâchette entre chaque tir pour que l'arme tire à nouveau. Mais dans le cas du Winchester, tout ce que le tireur avait à faire était de maintenir la gâchette enfoncée et de pomper l'action. Le fusil tirait immédiatement après chaque pompe, créant un tir continu et rapide. Ce phénomène était appelé tir au coup par coup, slam fire, et il transformait le fusil de chasse en une arme de destruction sans pareil dans les combats rapprochés. Un soldat entraîné, après un peu de pratique, pouvait vider les 6 cartouches en moins de 2 secondes. C'est 54 billes de plomb dans les airs en un clin d'œil, un taux de tir presque inimaginable pour une arme qui était à l'origine conçue pour la chasse au canard. La vitesse et le volume de feu en faisaient l'arme idéale pour la guerre de tranchées. Dans une tranchée où les espaces étroits et claustrophobes rendaient le tir précis avec un fusil difficile et dangereux, un tir de fusil de chasse pouvait remplir un espace confiné avec une vitesse terrifiante. Les Allemands allaient bientôt découvrir la terreur que le modèle Winchester 1897 pouvait apporter sur le champ de bataille. Ils lui donnèrent un nom, nettoyeur de tranchées. Ils eurent aussi d'autres noms pour lui, balai de tranchées et arme du diable. Mais tous ces noms véhiculaient le même message. C'était un outil de destruction, et il remplissait les corridors étroits des tranchées Tarbes et tranchées de la mort. Le pouvoir du fusil de chasse ne résidait pas seulement dans sa cadence de tir dévastatrice, mais dans son impact psychologique. Imaginez un instant être un soldat dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Vous avez entendu les bruits des mitrailleuses, les explosions d'artillerie et les hurlements des obus au-dessus de votre tête. Vous avez vu le pouvoir destructeur de la guerre moderne. Mais vous n'avez jamais entendu rien de tel que le bruit d'un fusil de chasse à pompe tirant dans un espace confiné. Le bruit était différent. Il était profond, viscéral, un son qui résonnait dans la poitrine et se faisait sentir dans les os. Et avec ce bruit venait la réalisation terrifiante que l'homme qui tenait ce fusil venait pour vous. Il n'y aurait pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour réagir. Juste un tir implacable de billes de plomb, déchirant la chair et les os. À ce moment-là, il n'y aurait pas d'échappatoire. Le fusil de chasse n'était pas juste une arme de destruction. C'était une arme qui changeait la façon dont les soldats se battaient dans les tranchées. Les petits espaces confinés de la tranchée en faisaient l'arme idéale. Un fusil conçu pour la précision à des centaines de mètres devenait une arme maladroite et encombrante dans les recoins étroits de la guerre de tranchées. Un fusil de chasse, avec sa dispersion de projectiles, était parfaitement adapté pour nettoyer des passages étroits et éliminer des ennemis cachés dans des dugouts ou derrière des couvertures. Et lorsque le fusil de chasse était utilisé avec les combats rapprochés qui caractérisaient une grande partie des affrontements sur le front occidental,
Il devenait une force véritablement terrifiante. Il ne fallut pas longtemps avant que les soldats américains, en particulier ceux qui avaient de l'expérience dans la chasse ou les sports de tir, commencent à utiliser le modèle 1897 en combat. Dans les mains de soldats entraînés, le fusil de chasse n'était pas juste une arme, c'était un instrument de mort qui pouvait pénétrer le cœur même des défenses allemandes. Les Allemands n'avaient pas anticipé une telle arme. Ils étaient en dépréparés pour des fusils, des mitrailleuses et même des attaques au gaz, mais ils n'avaient jamais vu rien de tel que le fusil de chasse américain. Et c'est là que l'histoire du fusil de chasse commence réellement à prendre forme. Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment cette arme apparemment anodine a trouvé son chemin dans les mains des soldats américains sur les lignes de front, comment elle a été adaptée pour la brutalité de la guerre de tranchées et comment elle a inspiré une terreur qui marquera à jamais l'armée allemande. Le monde allait bientôt découvrir qu'un fusil de chasse conçu pour tirer des canards pouvait être utilisé pour balayer des armées entières. L'histoire du modèle Winchester 1897 ne se limite pas à une simple question d'armement. C'est aussi l'histoire de son adoption par les forces armées américaines et de l'homme qui prit cette décision, le général John Joseph Pershing, un vétéran de guerre, un stratège et un homme marqué par des décennies d'expérience sur le terrain. Pershing, connu sous le surnom de Black Jack, avait vu son lot de guerres et de batailles avant même que la Première Guerre mondiale ne commence. Et c'est cette expérience qui allait l'amener à comprendre l'importance d'une arme comme le fusil de chasse dans des environnements de combat aussi violents et rapprochés que ceux des tranchées. Né en 1860, Pershing avait une carrière militaire impressionnante, faite de hauts et de bas, mais son expérience dans les Philippines au début des années 1900 allait se révéler cruciale pour son futur rôle dans la Grande Guerre. En 1900, l'armée américaine était déployée aux Philippines pour réprimer une révolte menée par le peuple Moro. Les combattants Moro étaient des guerriers musulmans qui avaient une tactique de combat particulièrement redoutable, le juramentado. Ces guerriers se bandant les bras pour empêcher l'hémorragie, font leurs prières, puis se lancent dans des attaques à la machette contre les positions américaines. L'objectif de ces combattants n'était pas nécessairement de survivre, mais de causer autant de dégâts que possible avant de mourir. Les balles ne suffisaient pas à les arrêter. Le fusil standard de l'armée américaine ne faisait qu'enrager ces combattants qui continuaient d'avancer malgré les blessures. C'est dans ce contexte qu'un officier américain a eu l'idée d'utiliser des fusils de chasse. Un coup de chevrotine, avec ses multiples projectiles, avait l'avantage de frapper plusieurs cibles à la fois, même un combattant qui continuait d'avancer après avoir été blessé par une balle. Cette efficacité brutale dans les combats rapprochés marqua profondément Pershing. Ce fusil de chasse n'était pas une arme de précision à longue portée, mais il était parfait pour une attaque soudaine, où l'ennemi arrivait en masse, armé de sabres et de couteaux. Lorsque la guerre éclata en Europe en 1914, Pershing n'oublia pas l'efficacité de cette arme. Bien que les combats dans les tranchées, qui ne fussent pas exactement les mêmes que ceux contre les Moros, il savait que les combats seraient violents et proches, souvent dans des environnements étroits et confinés. Le fusil de chasse, avec sa capacité à infliger des dégâts massifs en un instant, allait bientôt être un atout indispensable sur le front occidental. Pershing, qui avait déjà vu l'impact du fusil de chasse en action contre les Moros, n'hésita pas longtemps lorsqu'il apprit que l'armée américaine allait entrer en guerre contre l'Allemagne. L'une des grandes difficultés du combat en tranchées résidait dans la nature même de l'espace. Les tranchées étaient souvent si étroites qu'un fusil à longue portée devenait inutile. Au lieu de cela, il fallait des armes capables de répondre rapidement et de manière dévastatrice à la menace immédiate. Le fusil de chasse était la solution idéale. Cependant, les fusils de chasse disponibles à l'époque n'étaient pas conçus pour un usage militaire. Ces armes étaient de simples modèles civils destinés à la chasse. Pershing comprit qu'il faudrait adapter ces fusils pour les conditions de combat. C'est là que l'ingéniosité entra en jeu. En septembre 1917, un ingénieur militaire d'origine géorgienne, William J. Eager, fit une proposition. Eager avait étudié la question et suggéra d'adapter des fusils de chasse commerciaux pour la guerre de tranchées. Il proposa d'ajouter une crosse métallique, ventilée, pour permettre aux soldats de saisir le canon chaud en toute sécurité, d'installer un support pour baïonnette en cas de manque de munitions et de raccourcir le canon pour faciliter les manœuvres dans des espaces confinés.
L'armée américaine accepta la proposition et bientôt des contrats furent passés avec les fabricants d'armes comme Winchester et Remington pour produire des fusils de chasse adaptés. Le modèle Winchester 1897 devint ainsi le fusil de chasse de tranchée, plus spécifiquement le modèle 1897 à pompe. En juin 1918, l'armée attribua 50 fusils de chasse à chaque division déployée en France. Ce nombre peut sembler faible, mais l'objectif n'était pas d'armer l'ensemble des troupes avec des fusils de chasse. L'armée choisit plutôt de sélectionner des soldats expérimentés, ceux qui, à la maison, avaient l'habitude de tirer sur des canards ou des oiseaux. Ils étaient appelés les shotgunners, et ce furent ces hommes qui furent envoyés sur le front occidental. C'est ainsi que les fusils de chasse sont devenus des armes de terreur sur le front occidental. Les soldats américains, équipés de leur Winchester 1897, furent envoyés dans les tranchées où ils utilisèrent cette arme d'une manière qui allait bouleverser les tactiques de guerre. Les Allemands, eux, n'étaient pas préparés à cela. Ils n'avaient jamais vu une telle arme de près. Alors que les soldats alliés utilisaient des fusils longs et des mitrailleuses, ces shotgunners américains attaquaient rapidement, inondant les tranchées ennemies de billes de plomb. Ils devenaient les chasseurs dans un labyrinthe de boue et de sang. Avant même que le modèle Winchester 1897 n'entre en scène sur le front occidental, le fusil de chasse avait déjà fait ses preuves dans d'autres zones de combat. L'un des premiers moments où la puissance de cette arme fut véritablement réalisée eut lieu en 1916, bien avant l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, lors de la campagne militaire contre le révolutionnaire mexicain Pancho Villa. Ce conflit, qui se déroula principalement au Mexique, fut un terrain de test idéal pour l'utilisation des fusils de chasse, car les conditions de combat y ressemblaient beaucoup à celles que les soldats américains allaient rencontrer en Europe. Des affrontements rapprochés, dans des environnements où la rapidité et la violence du feu étaient essentielles. Le général Pershing, fraîchement nommé commandant des forces américaines, avait dirigé une expédition dans le but de capturer Pancho Villa, un leader révolutionnaire mexicain qui avait mené des attaques contre des villes frontalières américaines. Villa et ses hommes connaissaient parfaitement le terrain et ils étaient experts dans l'art de l'embuscade. Les soldats américains, souvent surchargés d'équipements lourds, se retrouvaient dans des situations où ils étaient pris au piège dans des escarmouches rapides et violentes, souvent dans des zones désertiques et montagneuses où les lignes de tir étaient brèves et les distances courtes. Dans ce cadre, l'efficacité du fusil de chasse se fit rapidement ressentir. Contrairement au fusil à longue portée, qui nécessitait une précision millimétrique, le fusil de chasse, avec son éventail de billes de plomb, devenait une arme idéale pour un affrontement soudain où l'ennemi apparaissait brusquement dans la brume de la poussière avec peu de temps pour réagir. Un seul coup pouvait avoir un effet immédiat sur une dizaine de soldats ennemis. Le modèle Winchester 1897, avec son mécanisme de tir rapide, se montrait particulièrement adapté au combat dans ces conditions difficiles. Les rapports de l'époque notent que pendant cette campagne, les soldats américains équipés de fusils de chasse ont considérablement amélioré l'efficacité de leurs attaques contre les positions de Villa. Alors que les balles des fusils à répétition passaient souvent au-dessus ou à côté des assaillants dans les escarmouches rapides, les tirs de chevrotine des fusils de chasse fauchaient les rangs ennemis avec une efficacité immédiate. C'était la première fois que l'armée américaine utilisait massivement des fusils de chasse en combat, et l'expérience fut révélatrice. L'usage du fusil de chasse lors de cette campagne ne fut pas une coïncidence. Pershing, fort de ses expériences précédentes dans les Philippines, savait que ce type de combat exigeait une nouvelle approche, une approche où la puissance de feu instantanée prenait le pas sur la précision de longue portée. L'ennemi ne courait pas dans des champs ouverts où la précision d'un tir pouvait être déterminante. Au contraire, les hommes de Villa se cachèrent dans les collines, surgissant pour attaquer rapidement puis disparaissant tout aussi rapidement dans le terrain accidenté. Un fusil de chasse à pompe, capable de remplir l'air de billes de plomb en quelques secondes, était précisément ce dont Pershing avait besoin. Cette campagne allait aussi influencer la réflexion stratégique de l'armée américaine pour la Première Guerre mondiale. L'expérience de la violence instantanée du fusil de chasse contre des assaillants rapides et déterminés allait marquer une étape importante dans la préparation des troupes américaines à la guerre des tranchées. Les officiers américains se rendirent vite compte que la guerre sur le front occidental allait, elle aussi, nécessiter une approche où la rapidité de l'action primerait sur la portée de l'armement.
Mais bien que cette expérience de la guerre contre Pancho Villa ait prouvé l'efficacité du fusil de chasse dans des conditions de combat rapprochées, ce n'était pas encore le moment de l'utiliser à grande échelle. En 1917, lorsque les États-Unis entrèrent officiellement en guerre, la situation sur le front occidental était bien différente. La guerre des tranchées en Europe n'était pas simplement une question d'affrontement rapide dans des montagnes ou des déserts, mais une guerre d'usure où chaque partie cherchait à percer la ligne ennemie dans des conditions difficiles. Le modèle Winchester 1897 allait devenir la réponse à ce défi, mais il fallait d'abord l'adapter aux spécificités du nouveau théâtre des opérations. L'adoption de ces fusils de chasse ne fut pas immédiate, ni universelle. Les fusils de chasse étaient souvent considérés comme des armes de seconde zone dans les discussions militaires, et leur entrée dans l'arsenal de l'armée américaine fut marquée par des hésitations. Beaucoup d'officiers et de soldats avaient grandi dans une tradition de guerre où la puissance de feu se mesurait à la portée et à la précision, et non à la capacité à détruire massivement en peu de temps. Cependant, les rapports des campagnes précédentes et les premières observations de la guerre de tranchées en Europe finirent par convaincre que les fusils de chasse pourraient en s'avérer plus qu'utiles. Les premières unités de fusiliers américains en France commencèrent à se voir attribuer les fusils de chasse, et ce furent ces shotgunners qui prouvèrent au monde entier que ces armes, destinées à la chasse, pouvaient devenir les instruments de destruction les plus efficaces dans l'un des plus grands conflits de l'histoire. La guerre de tranchées était un environnement de combat unique. Elle se caractérisait par des passages étroits, boueux et confinés, où chaque pas pouvait être fatal et où la moindre ouverture pouvait signifier une attaque ennemie. La nature de ce combat imposait des besoins très spécifiques en matière d'armement. L'armée américaine se retrouvait face à un défi de taille. Comment adapter ses armes à une guerre où la mobilité était réduite, où les lignes étaient figées et où la rapidité d'action devenait essentielle pour survivre? Les fusils de chasse, initialement conçus pour la chasse aux oiseaux, n'étaient pas adaptés à ce type de guerre. Cependant, l'ingéniosité de l'armée américaine a permis de les transformer en armes parfaites pour la guerre de tranchées. L'adaptation du modèle Winchester 1897 ne fut pas une simple affaire de modification mineure. Il fallait repenser complètement l'utilisation de cette arme pour en faire un instrument redoutable en combat rapproché. En septembre 1917, l'ingénieur militaire William J. Eager présenta un rapport à l'armée dans lequel il proposait d'adapter les fusils de chasse commerciaux pour les besoins spécifiques de la guerre de tranchées. Ce rapport allait marquer un tournant dans l'utilisation des fusils de chasse en milieu militaire. Eager avait pris en compte la nature des combats qui se déroulaient dans les tranchées où les soldats devaient évoluer dans des espaces confinés et étroits. Il proposa plusieurs modifications essentielles pour rendre les fusils de chasse plus adaptés à ces conditions extrêmes. La première modification fut l'ajout d'un garde-main métallique ventilé. En raison de la chaleur extrême générée par les tirs successifs dans les tranchées, les fusils pouvaient rapidement devenir intouchables, avec des canons qui brûlaient plus les mains des soldats. Le garde-main ventilé permettait aux soldats de tenir le fusil sans risque de se brûler, ce qui était crucial lorsque chaque seconde comptait dans un combat rapproché. La seconde modification fut l'ajout d'un support pour baïonnette. En cas de pénurie de munitions ou lorsqu'un combat rapproché devenait inévitable, la baïonnette permettait de transformer l'arme en un véritable outil de mêlée, capable de tenir l'ennemi à distance ou d'éliminer un adversaire dans un corps-à-corps brutal. Enfin, la modification la plus marquante fut le raccourcissement du canon du fusil. Ce changement était crucial pour rendre l'arme plus maniable dans les tranchées étroites, où les mouvements devaient être rapides et précis. Avec un canon raccourci, le fusil était désormais parfait pour naviguer dans les passages étroits, derrière les sacs de sable et les murs boueux des tranchées. Ce fusil devenu plus compact et plus facile à utiliser pour les soldats pouvait alors devenir une arme de destruction en quelques secondes, sans avoir à viser précisément. Avec ces améliorations, le modèle Winchester 1897 était désormais un fusil de chasse de tranchée, prêt à entrer en service sur le front occidental. En juin 1918, l'armée américaine commanda 50 fusils de chasse par division envoyés en France. Ces armes ne seraient sans doute pas distribuées à tous les soldats, mais uniquement à ceux qui avaient l'expérience de la chasse et du tir sportif. Ceux-ci étaient appelés les shotgunners et seraient envoyés dans les tranchées pour s'acquitter de missions de nettoyage et de décimation des lignes ennemies.
Ils étaient mais considérés comme des spécialistes, des tireurs d'élite capables de transformer une arme conçue pour la chasse en un outil de terreur dans la guerre moderne. Mais comment ces fusils, qui étaient principalement utilisés dans des environnements ouverts et dégagés, allaient-ils réagir dans les tranchées étroites de France ? La réponse se trouvait dans la structure même de l'arme. Le modèle Winchester 1897 avait un impact immédiat sur le champ de bataille grâce à son pouvoir de feu massé et à la rapidité avec laquelle il pouvait déployer plusieurs projectiles à la fois. Dans une tranchée de 4 pieds de large où chaque mouvement comptait, le modèle 1897 permettait de remplir un espace de plomb en une fraction de seconde. C'était l'arme idéale pour traverser les tranchées et anéantir l'ennemi à courte portée. De plus, la tactique des shotgunners s'avérait efficace et rapide. En raison de leur expérience dans les compétitions de tir au pigeon d'argile, ces soldats étaient capables de réagir instantanément aux mouvements ennemis. Les grenades à main, qui avaient une mèche de 5 secondes, représentaient un danger pour les soldats, car elles explosaient avant même que l'on ait eu le temps de réagir. Cependant, les shotgunners avaient une capacité presque surnaturelle à suivre la trajectoire d'une grenade lancée dans les airs, à la viser et à la faire exploser avant même qu'elle n'atteigne le sol. C'était un exploit de précision et de rapidité qui semblait presque impossible à réaliser, mais qui devenait une réalité pour ces soldats d'élite. Les fusils de chasse devenaient donc des armes d'une efficacité redoutable dans les tranchées. Une simple action de pomper et de tirer pouvait transformer une position ennemie solidement établie en un champ de ruines. Les shotgunners n'étaient pas seulement des soldats avec une arme puissante, mais des spécialistes dans le déploiement de cette puissance de feu. L'arme qui avait été conçue pour une toute autre finalité devenait un instrument d'une efficacité cruelle sur le front de l'Ouest. Mais cette adaptation des fusils de chasse à la guerre de tranchées ne se limita pas à des modifications techniques. Il y avait aussi une question de psychologie. Les Allemands, après avoir entendu les bruits dévastateurs des fusils de chasse et vu les dégâts qu'ils causaient, commencèrent à prendre peur. Les fusils de chasse américains créaient un effet psychologique chez les soldats allemands qui n'avaient pas l'habitude de faire face à une telle violence à une telle échelle. Leurs propres armes, aussi puissantes soient-elles, ne pouvaient être rivalisées avec l'efficacité immédiate d'un tir de chevrotine dans une tranchée. La guerre de tranchées n'avait pas de place pour la subtilité. Ce qui comptait, c'était la rapidité et la violence de l'attaque. Et dans ce domaine, le fusil de chasse avait une supériorité incontestable. Lorsque les premiers fusils de chasse arrivèrent en France en 1918, ils marquèrent un tournant dans la guerre de tranchées. Bien que la guerre des tranchées fût déjà bien installée, l'arrivée de ces armes modifiées apporta avec elle une nouvelle dimension de violence. Les fusils de chasse étaient maintenant utilisés pour répondre à une réalité militaire bien différente de celle pour laquelle ils avaient été conçus. Ce n'était plus seulement une question de chasse aux oiseaux, mais de survivre dans un enfer de boue et de sang, où chaque couloir étroit pouvait se transformer en une chambre de torture. Les fusils de chasse modifiés pour la guerre de tranchées étaient un secret bien gardé. L'armée américaine, dans ses préparatifs pour son entrée en guerre, ne voulait pas laisser cette arme tomber entre de mauvaises mains avant d'arriver sur le front. Les fusils étaient envoyés discrètement dans les tranchées, attribués uniquement à des soldats spécifiquement formés. Ces soldats, les shotgunners, étaient des tireurs d'élite, souvent des hommes ayant une expérience dans le tir sportif ou la chasse. Ils étaient choisis non seulement pour leur habileté à manipuler une arme, mais aussi pour leur capacité à garder leur calme dans le chaos des combats de tranchées. L'efficacité des fusils de chasse était immédiate. Dans les tranchées étroites de l'Occident, où l'espace était limité et où chaque homme était presque acculé, le modèle Winchester 1897 devenait l'outil idéal pour la destruction. Un seul tir pouvait emporter plusieurs ennemis à la fois, et la cadence de feu, qui pouvait atteindre jusqu'à 6 tirs en 2 secondes, était tout simplement inégalée. Là où les mitrailleuses avaient l'avantage de la portée et de la puissance, les fusils de chasse avaient celui de la vitesse et de la violence instantanée. Les premières batailles où les shotgunners furent déployés eurent un impact psychologique puissant sur l'ennemi. Les Allemands, qui avaient déjà enduré 4 années de guerre, avaient vu leur part d'armes meurtrières, mitrailleuses, obus d'artillerie, gaz toxiques, mais ils n'étaient pas préparés à faire face à un tel outil de terreur dans des tranchées aussi exiguës.
Le fusil de chasse était une arme redoutable non seulement par son pouvoir de feu, mais aussi par le bruit qu'il produisait, un bruit distinctif, profond et résonnant. Le claquement de la pompe, suivi du bruit des billes de plomb fendant l'air, résonnait comme un avertissement macabre dans les couloirs étroits des tranchées. C'était un son qui glaçait le sang. En juin 1918, les Marines américains engagés dans la célèbre bataille de Belleau Wood étaient équipés de fusils de chasse. Cette forêt, qui allait devenir légendaire dans l'histoire du corps des Marines, représentait un terrain de combat parfait pour les fusils de chasse. Les arbres massifs, les fougères et les herbes hautes offraient une couverture idéale pour les soldats, mais aussi une visibilité réduite. Dans ce type d'environnement, la précision à longue distance devenait inutile. Il s'agissait de combats rapides et violents où la moindre ouverture pouvait coûter la vie. La bataille de Belleau Wood, qui dura près de 3 semaines, fut une série d'attaques et de contre-attaques dans la dense forêt. Les Allemands y tenaient des positions bien fortifiées, mais les shotgunners américains, armés de leur modèle Winchester 1897, parvinrent à enfoncer les lignes ennemies. En avançant à travers la végétation épaisse et les tranchées étroites, les Marines utilisaient leurs fusils pour balayer les positions allemandes. Leurs tirs de chevrotine frappaient tout sur leur passage: soldats, munitions, équipements. Un tir bien placé pouvait démolir une position tout entière. Les rapports de la bataille racontent l'efficacité dévastatrice des fusils de chasse. Les soldats allemands, eux-mêmes expérimentés dans la guerre de tranchées, avaient vu la mort sous toutes ses formes, mais rien ne les avait préparés à l'attaque des shotgunners. Les premiers témoignages des soldats allemands rapportent qu'ils s'étaient simplement repliés devant la furie des tirs de chevrotine. En quelques secondes, la scène de combat se transformait en un véritable chaos. Là où la mitrailleuse pouvait faire pleuvoir des balles sur des groupes d'hommes, le fusil de chasse, avec son tir de masse, était un fléau pour toute une section. C'est dans ces moments que la guerre de tranchées révéla sa nature la plus cruelle. Les soldats étaient désormais enfermés dans des espaces clos où les armes à feu classiques étaient inadaptées. Le fusil de chasse apporta une solution immédiate à ce problème, une arme qui ne nécessitait pas de précision mais qui pouvait se montrer aussi mortelle que n'importe quel autre équipement militaire. Cependant, cette arme n'était pas seulement un outil de destruction, elle allait aussi influencer la psychologie des soldats des deux côtés du front. Les tirs de fusil de chasse étaient des événements rapides et bruyants. Ils créaient une atmosphère de terreur que les Allemands n'avaient pas anticipée. En entendant le son caractéristique du pompage du fusil, les soldats allemands savaient que le shotgunner était proche, que la fin était imminente. Ce bruit, ce son si particulier, devenait synonyme de mort. Il n'a pas fallu longtemps avant que le fusil de chasse ne devienne une légende. Les shotgunners américains, qui portaient fièrement leurs armes, se sont fait un nom sur le front occidental. Leurs fusils de chasse avaient rapidement changé la donne, prouvant leur efficacité dans un environnement où la guerre conventionnelle semblait perdre de son sens. Là où les mitrailleuses et les canons avaient échoué à percer les lignes ennemies, le fusil de chasse s'est imposé comme la réponse à la brutalité de la guerre de tranchées. Les shotgunners américains, ces tireurs d'élite armés du modèle Winchester 1897, étaient loin d'être de simples soldats. Leur rôle sur le front occidental n'était pas seulement celui de combattre, mais aussi celui de traverser un terrain hostile, un véritable labyrinthe de boue, de ferraille et de corps, où chaque recoin pouvait cacher un ennemi prêt à surgir. Ils étaient devenus des experts dans un type de guerre qui était à la fois mécanique et psychologique, une guerre où la vitesse, la surprise et la puissance de feu allaient de pair. Les tranchées du front occidental étaient un terrain unique. De vastes réseaux de fossés, parfois aussi étroits que 4 pieds de large, serpentaient à travers le paysage dévasté. Les soldats s'y déplaçaient avec une prudence extrême, leurs pas faisant craquer les os des morts enterrés dans la boue. Les obstacles étaient installés partout, fils de fer barbelés, obus non explosés, débris de tout genre. Ce n'était pas un terrain pour les attaques conventionnelles, où la précision et la portée des tirs étaient primordiales. Les soldats devaient se préparer à un combat rapproché, à des affrontements brutaux dans des espaces confinés où chaque seconde comptait. C'est dans ce contexte que le fusil de chasse se révéla être un atout stratégique. À une époque où la guerre moderne était marquée par des combats à distance, les fusils de chasse s'illustraient par leur capacité à remplir une tranchée de plomb en un clin d'œil.
Le modèle Winchester 1897, avec son tir au coup par coup, permettait de remplir une tranchée étroite de projectiles en quelques secondes. Ce n'était pas une question de viser précisément un ennemi, c'était une question de remplir l'espace de toute la puissance de feu possible. Les tactiques des shotgunners se basèrent sur leur connaissance parfaite de l'arme et de son fonctionnement. Les soldats, souvent des chasseurs expérimentés ou des tireurs sportifs, étaient formés à réagir rapidement, sans réfléchir, dans un environnement de plus en plus chaotique. Le mouvement était leur allié. Leurs actions étaient rapides, presque instinctives. Un soldat utilisant un fusil de chasse dans une tranchée ne se préoccupait pas de viser de manière classique. L'objectif était de vider l'arme en un éclair, de balayer la zone et de passer immédiatement à l'ennemi suivant. La vitesse du pompage, la fluidité du tir, devenaient des réflexes, un ballet mécanique dans la danse de la guerre. Certains shotgunners avaient une expérience de tireurs sportifs avant la guerre, et cela se traduisait directement dans leur tactique. Ils étaient capables de tirer à une vitesse incroyable, quasiment en continu, avec une précision surprenante pour une arme qui n'était pas conçue à cet effet. Dans la guerre de tranchées, chaque seconde comptait. Le temps qu'un soldat essaie de viser un ennemi avec un fusil classique, le shotgunner aurait déjà tiré plusieurs fois, faisant pleuvoir la chevrotine sur les rangs ennemis. Une tactique redoutée des shotgunners était l'utilisation des grenades ennemies. Les Allemands lançaient fréquemment des grenades dans les tranchées pour déstabiliser les positions adverses. Ces grenades, avec leur mèche de 5 secondes, pouvaient faire basculer une position entière si elles explosaient avant que l'on ait eu le temps de réagir. Mais les shotgunners, qui avaient été formés à suivre des cibles en mouvement, avaient appris à anticiper la trajectoire de ces grenades. Ils pouvaient, dans certains cas, tirer sur une grenade en vol et la faire rebondir dans la direction de l'ennemi. Des témoignages rapportent même que certains shotgunners parvenaient à frapper des grenades en plein vol, une prouesse qui frôlait l'inimaginable. Ces attaques en plein vol changèrent la donne, et la guerre de tranchées devenait soudainement un jeu où l'agilité et la rapidité du fusil de chasse créaient une nouvelle forme de combat. Mais au-delà des simples compétences techniques, les shotgunners développaient une sorte de stratégie psychologique. La simple présence de ces soldats dans une tranchée suffisait parfois à faire hésiter l'ennemi. La guerre de tranchées n'était pas seulement un affrontement de soldats, mais aussi un affrontement psychologique. Entendre le bruit caractéristique du pompage d'un fusil de chasse dans une tranchée pouvait semer le doute et la peur dans l'esprit des soldats ennemis. Les Allemands, qui avaient enduré 4 années de guerre, connaissaient bien les bruits familiers des armes modernes, mais le fusil de chasse américain était différent. Le bruit du tir résonnait de manière unique, profonde et menaçante. Ce n'était pas simplement un bruit de feu, c'était un bruit de destruction. Le bruit du fusil de chasse à pompe devenait un signal de terreur. Là où les Allemands pouvaient percevoir les tirs de mitrailleuses comme une menace à distance, un tir de fusil de chasse annonçait une menace immédiate, rapprochée. La cadence de tir, la violence du choc et l'incapacité de l'ennemi à se protéger contre une telle attaque dans les tranchées devenaient un cauchemar vivant pour les soldats allemands. Ils savaient que lorsque les shotgunners approchaient, il n'y avait pas de fuite, pas de moyen d'échapper à la fureur de la chevrotine. Certains soldats se rendaient simplement à la vue de ces armes dévastatrices, préférant la capture à la mort violente. Cette guerre de tranchées, d'une brutalité sans pareille, montrait la guerre sous un nouveau jour. Les shotgunners, avec leur Winchester 1897, n'étaient pas seulement des soldats. Ils étaient devenus des figures mythologiques sur le champ de bataille, des chasseurs dans un labyrinthe de boue et de sang. Là où les autres armes étaient limitées par la portée, la vitesse et la précision, le fusil de chasse transcendait ces limitations. Il représentait une forme de violence inouïe, instantanée et profondément humaine. La guerre était devenue une question de rapidité, de terreur et de décision en un instant. Au-delà de la simple efficacité des fusils de chasse, il existe un autre aspect de leur impact sur le champ de bataille qui est souvent sous-estimé, l'effet psychologique. En guerre, la peur est tout aussi dévastatrice que les balles, et dans le cas des fusils de chasse utilisés par les soldats américains, cet effet fut immédiat et profond. Le modèle Winchester 1897, avec son tir rapide et ses projectiles multiples, apporta non seulement une capacité de destruction massive, mais aussi une terreur psychologique qui prit les soldats allemands au dépourvu.
L'intensité du bruit, la rapidité du tir et la densité de la chevrotine dispersée sur un court trajet frappaient les soldats allemands avec une force d'autant plus grande qu'ils n'étaient pas préparés à une telle forme de violence. Ce qui était encore plus perturbant pour eux, c'était que l'ennemi semblait être omniprésent et capable d'éliminer plusieurs d'entre eux à chaque coup de feu. Un fusil à pompe ne nécessitait pas une précision parfaite. Sa portée et sa capacité à remplir une zone de projectiles faisaient de lui une arme dévastatrice dans les tranchées étroites et sombres du front occidental. À mesure que les combats progressaient, les Allemands commencèrent à développer une peur croissante face aux soldats américains armés de fusils de chasse. Il y avait une atmosphère de terreur autour de ces hommes appelés shotgunners. Non seulement ils étaient efficaces, mais ils semblaient aussi invisibles, frappant les ennemis dans l'ombre, fauchant des vies avec une rapidité et une puissance qui étaient les presque surnaturelles. La légende des chiens du diable, comme les Allemands appelaient ces soldats, naquit rapidement. Le surnom n'était pas qu'une simple insulte, c'était une reconnaissance implicite de la terreur qu'inspiraient ces hommes et leurs armes. En effet, les fusils de chasse semblaient rendre l'ennemi impitoyable et inarrêtable. Les soldats allemands, déjà éprouvés par la guerre de tranchées, se retrouvaient confrontés à un genre de combat qui échappait à toute logique militaire traditionnelle. Là où la mitrailleuse pouvait pulvériser une position ennemie dans un champ ouvert, le fusil de chasse apportait une brutalité immédiate dans les recoins les plus sombres de la guerre. Les rapports des soldats allemands racontaient souvent l'effet dévastateur que ces armes avaient sur le moral des troupes. Dans une guerre où la ligne de front était marquée par des années de stagnation et de souffrance, l'apparition soudaine d'une force aussi implacable déstabilisait l'ennemi. La peur d'être tué par une rafale de chevrotine dans une tranchée étroite devenait insupportable. Les soldats allemands, qui avaient survécu à des tirs d'artillerie et des attaques chimiques, n'étaient pas préparés à un tel affrontement. Certains historiens affirment que cette peur était l'un des facteurs qui poussa certains soldats allemands à se rendre. À la vue d'un soldat américain armé d'un fusil de chasse, la seule option était de fuir ou de se rendre. Ce n'était pas seulement la menace de la mort immédiate, mais aussi l'idée d'une violence incontrôlable, presque aveugle, qui les terrifiait. La guerre, jusque-là menée selon les règles tacites des combats conventionnels, devenait une rencontre brutale et aveugle entre le tir au fusil de chasse et les tranchées insalubres. Des récits contemporains témoignent de ce phénomène. Des soldats allemands capturés rapportaient que, lorsqu'ils voyaient un shotgunner américain s'approcher, ils se jetaient parfois au sol, implorant la clémence. Le seul fait de savoir qu'ils allaient faire face à une pluie de projectiles déclenchait une peur irrationnelle. Les shotgunners avaient développé une réputation parmi les troupes allemandes et certains rapports de guerre témoignent de soldats allemands qui s'étaient laissés capturer avant que le tir n'atteigne leur ligne. Ce phénomène semblait même se propager parmi les rangs allemands comme une forme de panique collective. Mais la peur ne se limitait pas seulement aux soldats allemands de base. Elle s'étendait également aux officiers allemands qui commençaient à comprendre que ces fusils de chasse pouvaient être un facteur décisif dans la guerre. Dans une guerre où chaque côté cherchait à briser l'impasse, l'effet psychologique du fusil de chasse américain devenait un atout stratégique de premier ordre. La menace constante que représentaient les fusils de chasse dans les tranchées réduisait la capacité de l'armée allemande à tenir ses positions. De plus, il n'était pas seulement question d'une peur de l'instant, mais d'une peur durable installée dans l'esprit des soldats qui savaient que, dans certaines sections du front, l'issue de la bataille pouvait être décidée par un simple pompage du fusil et une rafale de plomb. Les mots « Teufel-Hund » chien du diable devinrent ainsi synonymes de cette terreur qu'inspiraient les soldats américains armés de fusils de chasse. Les Allemands en parlaient presque comme s'il s'agissait d'une légende urbaine, d'un monstre indéfinissable qui apparaissait soudainement dans les tranchées, tuant sans pitié et disparaissant tout aussi rapidement. Pourtant, cette peur ne se bornait pas aux simples rencontres sur le terrain. Les hommes qui survivaient à une rencontre avec un shotgunner revenaient souvent avec une peur palpable, une terreur qui restait présente dans leur esprit longtemps après leur retour. C'était une guerre où non seulement la vie et la mort étaient incertaines, mais où la violence elle-même semblait s'être élevée à un niveau presque surnaturel. Dans les tranchées, un fusil de chasse n'était pas simplement une arme de destruction, c'était un symbole de la brutalité sans fin qui régnait dans ce monde de boue et de sang. Alors que la guerre de tranchées continuait de s'intensifier, un tournant inattendu se produisit sur le plan diplomatique. Les Allemands,
qui avaient déjà fait face à l'invasion de nouvelles technologies et tactiques militaires, furent confrontés à une arme qu'ils n'avaient pas anticipée, le fusil de chasse. Dans les mois qui suivirent l'introduction des Winchester 1897 sur le front occidental, l'armée allemande en vint à voir cette arme comme un instrument de terreur et de cruauté inouïe. La rapidité, l'intensité et l'impact psychologique du fusil de chasse ne pouvaient plus être ignorés. À mesure que la violence s'intensifiait, l'Allemagne, en mauvaise posture, décida d'agir non seulement sur le terrain militaire, mais également sur le plan diplomatique. Le 19 septembre 1918, à un moment où l'armée allemande semblait acculérée et en déclin face à la progression des troupes américaines, une protestation officielle fut envoyée à l'ambassade de Suisse qui servait d'intermédiaire diplomatique entre les belligérants. L'Allemagne, en utilisant la voie diplomatique, adressa une demande formelle aux États-Unis, exigeant que ces derniers retirent les fusils de chasse de leur rang sous peine de représailles. Ce document, daté du 19 septembre 1918, invoquait l'article 23, section E, de la Convention de la Haye de 1907, qui interdisait l'utilisation de certaines armes jugées cruelles et inutiles dans le cadre des règles de la guerre. L'Allemagne faisait valoir que l'utilisation de fusils de chasse contre des soldats en tranchée violait cet article, arguant que les blessures infligées par ces armes étaient d'une telle violence qu'elles dépassaient le cadre de ce qui était nécessaire pour la victoire militaire. Ce qui était frappant dans cette protestation, c'était non seulement la gravité du ton employé, mais aussi l'argument selon lequel les fusils de chasse étaient une forme de barbarie. L'argument allemand, formulé par le gouvernement impérial, était que les blessures causées par les balles multiples de la chevrotine étaient extrêmement douloureuses et souvent mortelles. Elles étaient difficiles à traiter et à soigner, laissant les victimes dans un état de souffrance prolongée. Les Allemands insistaient sur le fait que les souffrances infligées par ces armes allaient au-delà des blessures acceptables selon les lois de la guerre. Cependant, l'ironie de cette protestation n'échappa à personne. L'Allemagne elle-même avait largement enfreint les conventions de guerre en utilisant des armes comme les gaz toxiques, les flamethrowers et des baïonnettes dentées conçues pour causer des blessures particulièrement cruelles. Le gouvernement impérial allemand, responsable de l'introduction du gaz moutarde au front, appelait à la fin de l'utilisation de fusils de chasse qui, selon eux, étaient trop barbares. Il s'agissait là d'une manœuvre diplomatique habile, mais aussi d'une tentative désespérée de maintenir une forme de légitimité en pleine défaite. Cette protestation avait un double objectif. D'une part, elle visait à arrêter l'utilisation des fusils de chasse par les Américains, et d'autre part, elle cherchait à dissuader les troupes américaines de continuer à utiliser une arme qui avait, selon les Allemands, un effet démoralisant sur leurs soldats. La menace implicite était claire, si les États-Unis n'obtempéraient pas, les soldats capturés avec des fusils de chasse seraient exécutés sans procès. Mais cette protestation n'était pas seulement un acte militaire, c'était aussi un geste psychologique. L'Empire allemand espérait que la menace d'exécution massive mettrait suffisamment de pression sur les États-Unis pour les pousser à retirer les fusils de chasse de leur arsenal. En envoyant une telle protestation à travers des canaux diplomatiques officiels, l'Allemagne espérait non seulement infliger un coup au moral américain, mais aussi semer le doute parmi les alliés. Toutefois, la réponse des États-Unis ne tarda pas à arriver. Dès le 26 septembre, 8 jours après la protestation, le gouvernement américain se lança dans une réplique tout aussi ferme et sans compromis. Le secrétaire d'État américain, Robert Lansing, désigna le général Samuel T. Hansel pour rédiger une réponse officielle. Ce dernier était un homme méthodique et rigide, un avocat militaire respecté pour sa connaissance des lois internationales et son approche inflexible face à toute forme d'intimidation. La réponse des États-Unis fut écrite avec une précision légale parfaite, mais elle allait aussi beaucoup plus loin que simplement réfuter l'argument allemand. Le général Hansel, dans son argumentation, démontra que les blessures infligées pénotées par un fusil de chasse n'étaient en rien différentes de celles causées par d'autres armes en usage sur le front occidental. Il cita des exemples de souffrances provoquées par les obus d'artillerie dont les éclats causaient des blessures similaires, multiples et difficiles à traiter, mais qui étaient largement acceptés comme des instruments de guerre légitimes. Selon lui, les fusils de chasse n'étaient donc pas une exception à cette règle, mais une arme parmi d'autres dans un arsenal de guerre plus vaste et tout aussi impitoyable. Hansel conclut sa réponse par une réplique qui fit trembler les diplomates allemands.
Si l'Allemagne souhaitait discuter des armes qui causaient une souffrance inutile, l'armée américaine n'hésiterait pas à lui rappeler les gaz de combat qu'elle avait elle-même utilisés sur le front, ou les flamethrowers qui avaient transformé les tranchées en un brasier. Vous nous levez un argument sur la souffrance, mais qu'en est-il de vos propres armes ? Disait implicitement la réponse américaine. Les États-Unis n'étaient pas seulement en train de défendre l'utilisation de leurs fusils de chasse. Ils donnèrent également une leçon sur la guerre moderne, sur la manière dont les belligérants utilisaient des armes de plus en plus destructrices et cruelles. La protestation allemande avait mis en lumière une contradiction flagrante dans le discours moral des belligérants, et cette contradiction ne passait pas inaperçue. L'argumentation juridique et la réponse ferme des États-Unis ne firent qu'ajouter du combustible au feu des tensions diplomatiques déjà existantes. La protestation allemande, bien que formulée de manière précise et légale, avait révélé la profondeur de l'anxiété ressentie par le haut commandement allemand face à la montée en puissance des forces américaines sur le front occidental. En réponse, l'armée des États-Unis, sous la direction du secrétaire d'État Robert Lansing et de son équipe juridique, se lança dans un contre-argument juridique précis, mais aussi un message stratégique qui visait à retourner le raisonnement contre l'Allemagne. La contre-réponse américaine, rédigée sous la direction du général Samuel T. Hansel, se concentra non seulement sur la défense de l'utilisation des fusils de chasse, mais aussi sur un principe fondamental de la guerre, l'usage de la force militaire dans les conflits armés. Selon la logique des États-Unis, la guerre en elle-même engendrait inévitablement la souffrance. Les armes de guerre, qu'elles soient des obus d'artillerie, des mitrailleuses ou même des fusils de chasse, causaient toutes des souffrances similaires, et il était impossible de distinguer les fusils de chasse de toutes les autres armes qui avaient, elles aussi, un impact dévastateur sur les soldats. En l'occurrence, les fusils de chasse ne faisaient que remplir une fonction spécifique dans des conditions de combat où la proximité et la rapidité étaient cruciales. Mais au-delà de cet aspect juridique, la réponse américaine fut aussi un message clair adressé à l'Empire allemand. La guerre était une brutalité inévitable, et ceux qui luttaient pour la victoire ne pouvaient tant se permettre de se concentrer sur des questions morales quand leur propre survie était en jeu. L'ironie de la situation était manifeste. L'Allemagne, qui avait utilisé des gaz toxiques pour tuer des milliers de soldats, y compris des civils, s'élevait maintenant contre une arme qui, selon elle, causait trop de souffrance. L'hypocrisie apparente du gouvernement allemand ne fit qu'intensifier la fermeté de la réponse américaine. L'armée allemande savait que la guerre était perdue. La contre-attaque des États-Unis sur le plan diplomatique fut donc une autre claque symbolique dans un conflit déjà à sens unique. Les négociations, qui étaient supposées être une question d'interprétation des lois de guerre, se transformaient en un champ de bataille idéologique. L'idée que les fusils de chasse, conçus à l'origine pour la chasse au gibier, aient suscité une telle protestation souligne la profondeur de la peur qu'ils provoquaient. Après tout, l'Allemagne n'avait pas protesté contre les gaz de combat, les flamethrowers, ni même les mitrailleuses, qui étaient bien plus destructrices que n'importe quel fusil de chasse. Mais un simple fusil de chasse à pompe, utilisé dans un espace confiné, avait déstabilisé les Allemands à un point tel qu'ils en vinrent à l'associer à la barbarie. L'Amérique, quant à elle, se trouvait dans une position où elle pouvait à la fois se défendre sur le plan juridique et répondre avec force sur le plan militaire. La réponse diplomatique envoyée par les États-Unis ne se contentait pas de rejeter les accusations allemandes. Elle faisait écho à un défi plus large, un défi envers l'idée même que certaines armes pouvaient être considérées comme trop cruelles dans une guerre déjà saturée de souffrance. L'ironie de cette protestation, qu'elle soit politique, stratégique ou morale, résidait dans le fait qu'elle mettait en lumière non seulement l'hypocrisie de l'Allemagne, mais aussi la psychologie de la guerre, la peur du nouveau vent. Du nouveau. Les Allemands étaient terrifiés par l'impact psychologique du fusil de chasse, ce qui les rendait vulnérables à une forme de guerre mentale tout autant que physique. Le 1er octobre 1918, le délai fixé par l'Allemagne arriva sans que la moindre modification n'ait eu lieu. Le gouvernement américain refusa fermement de retirer les fusils de chasse de ses armées. Il n'y eut pas de négociation, pas d'appel à la clémence. La réponse des États-Unis était claire. Ils ne retireraient pas l'arme de leurs troupes. Et plus encore, si l'Allemagne persistait dans ses menaces d'exécuter les soldats américains capturés avec ses armes, les États-Unis réagiraient avec une représaille d'une ampleur tout aussi implacable. Le 3 octobre 1918,
L'Allemagne, consciente que sa position diplomatique était intenable, fit marche arrière. Le gouvernement allemand, déjà sur la défensive avec l'effondrement imminent de son front de guerre, décida de retirer ses menaces d'exécution. Les États-Unis, forts de leur position, avaient non seulement défendu l'usage des fusils de chasse, mais avaient également imposé leurs lois dans le cadre de ce qui était, en fin de compte, un conflit de plus en plus inégal. Les fusils de chasse continuèrent à être utilisés sur le front occidental sans que l'issue diplomatique ne change quoi que ce soit sur le terrain. La guerre se poursuivit dans sa brutalité, mais l'effet de cette protestation diplomatique, aussi absurde qu'il puisse paraître, demeura comme un moment clé dans la guerre des mots tout autant que dans la guerre des armes. La guerre était marquée par une escalade des cruautés, mais ce qui effrayait l'ennemi n'était là pas seulement les bombes, les gaz ou les mitrailleuses, mais aussi un simple fusil de chasse conçu pour la chasse au canard. Lorsque la guerre se termine, on tend parfois à oublier les batailles qui se sont livrées sur des fronts bien différents. Le front diplomatique, celui des accords et des protestations, n'est souvent qu'un reflet de la brutalité qui se déroule sur le terrain, mais dans le cas de la protestation allemande contre les fusils de chasse, il est devenu une bataille en soi. Cette protestation n'a pas seulement fait parler des armes, elle a mis en lumière la manière dont les États-Unis, en défendant l'utilisation du modèle Winchester 1897, ont redéfini le cadre de la guerre moderne. La contre-protestation américaine, qui a balayé les arguments juridiques allemands d'un revers de main, a aussi permis de poser une question cruciale. Que faire lorsque les règles de la guerre sont elles-mêmes manipulées par les belligérants pour servir leurs propres intérêts ? L'histoire de cette protestation révèle bien plus que des discussions légales sur les souffrances de la guerre. Elle révèle un affrontement plus profond, celui de l'idéologie de la guerre totale, où tout était permis pour l'emporter, même l'argument de la légalité des armes. Les États-Unis avaient pris position non seulement pour défendre l'utilisation du fusil de chasse, mais aussi pour répondre au défi moral implicite posé par l'Empire allemand. Ce défi n'était pas seulement militaire, il était aussi moral et psychologique. L'Allemagne, en invoquant l'article 23 de la Convention de La Haye de 1907, cherchait à imposer une nouvelle définition de la brutalité en guerre. Mais la réponse des États-Unis a renvoyé la question dans les rangs allemands, en les obligeant à se justifier non seulement sur l'utilisation de leurs propres armes, mais aussi sur leur moralité en tant que nation belligérante. L'utilisation de gaz toxiques, de flamethrowers et même de baïonnettes dentelées pour maximiser la douleur des blessures devenait soudainement une source de ridicule. Comment pouvait-on prétendre dénoncer la brutalité des fusils de chasse alors que l'Allemagne, dès les premiers émois de la guerre, avait ouvert la voie à des armes chimiques ? L'ironie du cas des fusils de chasse était donc que, dans un monde où la guerre moderne devenait de plus en plus déshumanisante, ce fut une arme basique, conçue pour un usage civil, qui devint le point de rupture dans les discussions diplomatiques. Mais la réplique américaine allait plus loin. En rejetant fermement la protestation allemande, les États-Unis affirmaient non seulement leur position sur l'usage des armes, mais aussi leur droit à mener une guerre totale sans se laisser étouffer par des arguments moraux ou légaux. C'était un message fort. La guerre était un jeu où la force et l'efficacité comptaient plus que les règles. En s'appuyant sur une interprétation habile de la Convention de La Haye, le général Hansel réussit à démontrer que la souffrance causée par le fusil de chasse ne dépassait pas celle des autres armes couramment utilisées par les belligérants, comme les shrapnels d'artillerie ou les mitrailleuses. Mais la réponse américaine avait un autre objectif. En mentionnant directement les gaz toxiques utilisés par les Allemands, elle apportait un défi supplémentaire. Les États-Unis, en refusant d'abandonner l'utilisation des fusils de chasse, cherchaient à imposer un nouveau cadre moral pour la guerre. Ce n'était pas seulement un combat pour l'usage d'une arme particulière, mais une affirmation de la souveraineté des États-Unis et de leur capacité à imposer leur propre vision des règles de guerre. Ce n'était plus une question de légalité ou de moralité universelle. C'était une question de stratégie, de guerre totale et de l'amorce d'une nouvelle ère où les règles de la guerre seraient définies non par des conventions internationales, mais par ceux qui possédaient la supériorité militaire. Le refus américain de se plier aux demandes allemandes accentua encore la position des États-Unis sur le terrain. La guerre approchait de sa fin, mais cette bataille diplomatique marqua un tournant symbolique. L'Amérique, en rendant hommage à l'efficacité des fusils de chasse, devenait le porte-étendard d'une nouvelle manière de concevoir la guerre. Elle envoyait un message fort à ses alliés et à ses ennemis. Quand la guerre est totale, il n'y a pas de place pour la faiblesse.
Les Allemands, après avoir vu leurs protestations ignorées et leurs menaces non exécutées, commencèrent à ressentir l'isolement croissant de leur position. Leurs alliés, fatigués par une guerre qui semblait interminable, cherchaient déjà des moyens de se retirer. Et dans ce contexte de désespoir croissant, la propagande allemande autour de la soi-disant cruauté des fusils de chasse ne fit que se retourner contre eux. L'Amérique, quant à elle, était désormais prête à utiliser son avantage stratégique non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la guerre des idées. Dans les mois qui suivirent, alors que le front occidental s'effondrait sous la poussée des troupes alliées, la guerre des fusils de chasse n'était qu'une partie de la bataille pour la victoire morale. Les États-Unis avaient démontré par cette réplique diplomatique qu'ils étaient prêts à imposer leurs propres termes à la guerre et à réécrire les règles du conflit. Ce qui avait commencé comme une petite protestation allemande contre une arme apparemment banale se transforma en un acte de défi. Et ce défi allait faire partie des souvenirs de la Première Guerre mondiale lorsque la brutalité de la guerre s'était imposée, non pas dans les tranchées, mais aussi dans les couloirs du pouvoir diplomatique. Alors que la guerre s'intensifiait sur le front occidental, un homme allait devenir une légende vivante de la Première Guerre mondiale grâce à son courage et à sa maîtrise du fusil de chasse. Ce soldat, un simple sergent américain nommé Fred Lloyd, allait marquer l'histoire par un acte d'héroïsme aussi incroyable qu'inattendu. Ce qu'il accomplirait en septembre 1918 resterait gravé dans la mémoire des soldats américains comme un exemple de ce que la guerre de tranchées pouvait révéler en termes de bravoure individuelle. Son histoire est celle d'un homme qui, armé d'un fusil de chasse à pompe, affronta une garnison ennemie et remporta une victoire décisive, seul contre tous. Le mois de septembre 1918 marqua un tournant décisif dans le conflit. Après le déclin de la puissance allemande au printemps, les Alliés intensifièrent leurs offensives, dans ce que l'on appelle la « offensive des 100 jours ». Les troupes américaines, fraîches et bien équipées, prenaient l'avantage sur un ennemi fatigué et démoralisé. C'est dans ce contexte que Fred Lloyd, un simple sergent de l'armée américaine, reçut l'ordre de prendre une position ennemie dans un petit village situé derrière les lignes allemandes. Ce village, dont le nom est perdu dans les brumes de l'histoire, abritait une garnison allemande qui occupait des maisons fortifiées et des bâtiments bien protégés, avec des mitrailleuses installées dans les fenêtres. Lloyd, armé de son fidèle modèle Winchester 1897, accompagné de 6 cartouches et d'une poignée d'accessoires de survie, fut envoyé seul en avant-garde. Ce qu'il fit, dans les heures qui suivirent, va défier l'imagination de n'importe quel soldat. Il entra dans ce village avec une seule mission, débarrasser les bâtiments des soldats allemands qui s'y trouvaient un par un. À l'époque, cette mission semblait suicidaire. Les garnisons ennemies étaient bien établies, et l'idée de traverser un village en ruine, seul et sans renfort, semblait un acte de folie. Mais Fred Lloyd, un vétéran de la guerre de tranchées, savait ce que signifiait se retrouver dans un tel environnement. Il n'était pas un simple soldat, mais un homme capable de s'adapter aux situations les plus extrêmes, grâce à son expérience en tant que chasseur et tireur sportif. Lloyd avait développé une maîtrise totale du fusil de chasse, un outil de destruction rapide et immédiate, parfaitement adapté à ce genre de guerre rapprochée. Alors qu'il s'avançait dans les ruelles du village, les premières rafales de fusils allemands retentirent. Mais Lloyd était un tireur hors pair. Il se déplaçait avec une rapidité et une agilité qui le rendaient presque invisible dans l'ombre des bâtiments. Chaque fois qu'une balle passait près de lui, il n'hésitait pas à riposter, transformant le village en un champ de feu où les projectiles fusaient dans toutes les directions. Il entrait dans chaque bâtiment, pompait son fusil et tira instantanément. La rapidité de son action faisait écho à un rythme presque musical, une danse macabre où chaque tir annonçait la fin pour l'ennemi. Les soldats allemands, piégés dans des positions qui semblaient imprenables, se retrouvaient face à une pluie de billes de plomb qui remplissait la pièce entière en un éclair. Un seul tir pouvait frapper plusieurs ennemis, une capacité qui fit de Fred Lloyd un véritable épouvantail pour les soldats allemands. En traversant le village, il nettoyait chaque coin, chaque bâtiment, avec une efficacité stupéfiante. Là où une escouade entière aurait eu besoin de minutes pour neutraliser une position, un seul homme, avec un fusil de chasse et une détermination inébranlable, effaçait l'ennemi en quelques secondes. Ce qui rend l'exploit de Lloyd encore plus incroyable, c'est qu'il ne se contentait pas d'éliminer l'ennemi. Il avançait méthodiquement avec la précision d'un chirurgien pour récupérer des informations et, lorsque c'était possible, faire des prisonniers.
Certains soldats allemands, terrifiés par la rapidité et la brutalité des attaques, se rendaient spontanément dès qu'ils apercevaient l'ombre d'un homme approchant avec un fusil de chasse à la main. La terreur qu'inspiraient les shotgunners américains avait désormais atteint son apogée. Ces hommes n'étaient plus simplement des soldats, ils étaient redevenus des mythes vivants, des figures d'effroi qui hantèrent les tranchées ennemies. Dans l'espace de quelques heures, Fred Lloyd nettoya ce village seul, surmontant les barricades et éliminant les ennemis sans le moindre renfort. Quand il revint à son quartier général, il n'était pas simplement un homme qui avait accompli une mission, il était devenu une légende. L'histoire de son exploit se répandit rapidement parmi les troupes américaines, inspirant une nouvelle vague de fierté et de morale. Les shotgunners avaient éprouvé leur valeur une fois de plus, et Fred Lloyd était désormais un symbole vivant de ce que ces armes pouvaient accomplir dans les moments les plus désespérés. Mais ce n'était pas seulement la rapidité du fusil de chasse qui avait fait de cet exploit un moment marquant de la guerre. C'était aussi la capacité de Lloyd à utiliser une arme conçue pour la chasse dans un cadre militaire, où chaque instant était crucial. Les fusils de chasse avaient leur prouvé qu'ils étaient non seulement efficaces, mais qu'ils possédaient un pouvoir psychologique immense. L'apparition d'un shotgunner sur le champ de bataille était devenue synonyme de destruction, de terreur et de défaite inévitable pour l'ennemi. Fred Lloyd fut récompensé pour son acte héroïque, mais ce n'était pas la médaille ou l'honneur qui comptaient pour lui. Ce qu'il avait accompli dans ce village était plus qu'une simple mission. Il avait transformé la guerre elle-même en prouvant qu'un seul homme, armé d'un fusil de chasse, pouvait bouleverser le cours des événements. Alors que la guerre mondiale se terminait, le fusil de chasse Winchester 1897, qui avait traversé des décennies de combats, laissait derrière lui un héritage d'une brutalité et d'une efficacité redoutables. L'impact psychologique qu'il avait eu sur les soldats allemands pendant la guerre de tranchées marqua à jamais l'histoire militaire. Ce n'était plus simplement une arme de chasse, mais une légende vivante qui allait influencer les stratégies militaires de nombreuses guerres à venir, de la Seconde Guerre mondiale au conflit contemporain. Le modèle 1897, bien qu'abandonné par l'armée américaine après la guerre, n'avait pas disparu dans les archives de l'histoire. Son efficacité en combat rapproché, sa rapidité de tir et sa capacité à remplir un espace de projectiles en un instant en faisaient une arme encore recherchée dans les années suivantes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le fusil de chasse retrouva sa place dans l'arsenal militaire américain, non pas pour le front occidental, mais pour des combats dans des terrains similaires à ceux qu'il avait traversés pendant la Première Guerre mondiale. Les jungles du Pacifique, les îles de l'Asie du Sud-Est, et plus encore, étaient des terrains de guerre où les fusils de chasse excellaient. Leur utilisation dans les combats à très courte portée, là où l'ennemi pouvait surgir à n'importe quel moment derrière un buisson ou dans une tranchée, fit de ces armes une nécessité pour les marines américains. La bataille de Guadalcanal, par exemple, en 1942, revêtit un caractère presque symbolique pour les vétérans de la Première Guerre mondiale qui se souvenaient de l'efficacité de ces fusils de chasse dans les tranchées boueuses de l'Europe. Certains vétérans rapportaient eux-mêmes qu'ils avaient pris des fusils de chasse Winchester directement à partir des armureries de navires de la marine américaine avant de partir en mission, convaincus que rien d'autre ne pourrait être aussi efficace dans les jungles étouffantes du Pacifique. Les Marines, ayant entendu les récits de leurs pairs sur la terreur que les fusils de chasse pouvaient inspirer, ne se laissèrent pas dissuader par les protocoles ou les commandes formelles. Ils se mirent à utiliser les fusils de chasse comme des armes principales lors des débarquements amphibies. Leurs actions pendant ces batailles furieuses et intenses, comme celle de l'île de Mont, où le sergent Clyde Thomason se servit de son modèle 1897 pour balayer les positions japonaises, rappelèrent à tous que le fusil de chasse était bien plus qu'un outil de chasse. C'était un instrument de guerre capable de tout changer, même des décennies après sa première utilisation. À travers les années, le modèle Winchester 1897 se transforma en une icône des conflits militaires, l'un des rares exemples d'une arme qui, bien que conçue à l'origine pour des fins civiles, avait su traverser les époques et les guerres en prouvant son efficacité dans des situations extrêmes. Les unités militaires à travers le monde continuèrent à utiliser ce type d'armement même bien après la guerre du Pacifique, dans des conflits aussi récents que la guerre du Vietnam. Le fusil de chasse, dont l'utilisation fut une exception au début du XXe siècle, s'était fait une place durable dans les arsenaux militaires, et ce, grâce à la polyvalence de son design et la brutalité de son action.
Ce que les historiens militaires ont souvent souligné, c'est que le modèle 1897 ne se contentait pas de servir de simple outil de guerre. Il incarna un changement dans la façon dont les armes étaient perçues dans les contextes de guerre rapprochés. Il symbolisait la transition vers une guerre où la capacité de prendre rapidement et violemment le dessus était primordiale. Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, la rapidité d'action d'un fusil de chasse pouvait être la différence entre la vie et la mort. Mais au-delà des simples faits militaires, l'héritage du fusil de chasse est aussi lié à l'imaginaire collectif qui s'en est formé, celui d'une arme à la fois redoutée, respectée et incomprise. Aujourd'hui, les histoires des shotgunners, ces soldats d'élite qui parcouraient les tranchées avec leurs fusils à pompe, continuent de nourrir la mythologie de la Première Guerre mondiale. Les récits des Marines, qui ont utilisé le modèle 1997 lors des débarquements en 1942, rappellent comment une simple arme de chasse peut être transformée en un instrument de terreur dans le feu de la guerre. L'influence du modèle Winchester 1897 a traversé les générations et son rôle pendant la guerre est toujours étudié pour comprendre l'évolution des tactiques militaires et l'impact psychologique des armes. Finalement, ce que la protestation allemande de 1918 nous apprend, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir psychologique d'une arme, même la plus humble lorsqu'elle est utilisée dans des circonstances extrêmes. Ce fut un fusil de chasse, un objet du quotidien, qui poussa une grande puissance européenne à réévaluer ses propres principes de guerre. Et pourtant, malgré la tentative de l'Empire allemand de le faire interdire, le modèle Winchester 1897 continua à inspirer la peur et le respect à travers les générations, devenant ainsi l'une des armes les plus mémorables et les plus redoutées de l'histoire militaire.